Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour cette masterclass sur le cloud et son impact environnemental. On est ravis à la French Tech Grand Paris de vous accueillir aujourd'hui à l'écart dans ce superbe bâtiment et avec cette équipe de pros que je remercie en régie. La French Tech Grand Paris, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le liant de l'écosystème tech francilien. Donc les startups et les scale-up bien sûr, mais aussi les incubateurs, les accélérateurs et toutes les parties prenantes de l'écosystème tech en Ile-de-France. Cette masterclass, elle fait suite à un plan gouvernemental que vous avez sûrement déjà entendu parler, qui est le plan France 2030. Le but est de créer dans certains secteurs stratégiques des champions en France et d'aider nos entreprises à adapter leurs pratiques pour s'adapter aux enjeux de demain. Et l'un des enjeux est la décarbonation. Personne n'est à l'abri du dérèglement climatique aujourd'hui et tout le monde sait ce que c'est malheureusement. Et donc, à la French Tech Grand Paris et avec le gouvernement dans le cadre de French Tech Central, nous avons décidé de faire cette masterclass sur les best practices du cloud parce que nos startups, dès leur plus jeune âge, doivent pouvoir répondre aux enjeux climatiques tout en allant vite et loin. Et en France, nous avons la chance d'avoir des champions en cloud, des champions en termes de performance énergétique et du coup de changement climatique. Donc voilà. Nous sommes ravis d'être ici et je remercie grandement l'Écart de nous accueillir. Et je vais laisser la parole à Alexandre Dubois, qui est le directeur de la branche informatique de l'Innov, du groupe Innov, pour vous présenter le groupe. Merci John. Bonjour à tous. Je suis donc Alexandre Dubois, le directeur de la filière informatique du groupe Innov. Je suis moi aussi très heureux de vous accueillir ici ce matin chez Écart, l'école des métiers du cinéma et de la télévision du groupe Innov. C'est un vrai plaisir que de parler avec vous de ce sujet, du cloud, de l'impact environnemental. Et c'est pas pour rien. L'impact environnemental, quand j'en entends parler, c'est souvent de la part d'entreprises de la tech qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet. En fait, si je discute avec ces sociétés, c'est parce que souvent, elles emploient au travers de l'alternance un ou plusieurs des jeunes que l'on forme chez Innov, 10 000 jeunes formés sur les métiers du digital. Je suis désolé, c'est un petit peu impressionnant de parler devant vous. Donc 10 000 jeunes formés sur les métiers du digital. Ces entreprises, en fait, quand je discute avec elles, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Toulouse ou dans n'importe lequel de nos 10 autres campus, en fait, elles font toutes le même constat. On n'a jamais vu dans la tech un mouvement accéléré aussi fort que le développement environnemental, le développement durable. Et ça, c'est quelque chose d'unique, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui les désarme. En fait, pour la plupart des entreprises du numérique, le développement durable, ça s'arrête à la machine à café, là où on a équipé la plupart des collaborateurs de mugs pour éviter de gaspiller trop de gobelets jetables. On explore rarement la partie du numérique sur laquelle on a tant de choses à faire. Il y a une bonne nouvelle quand même avec ça, c'est que comme tout domaine inexploré, on a une marge de progression phénoménale dans le domaine. À côté de ça, on a un marché avec des attentes notamment en termes d'expérience, que ce soit la rapidité de chargement des ressources sur Internet ou la qualité du contenu. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les actions de développement durable qui pourront être mises en place et qui dureront dans le temps, ce seront celles qui seront alignées avec le business et qui permettront de soutenir cette expérience. Et c'est ça le challenge. C'est ça qui est compliqué pour les entreprises. C'est comment arriver à respecter ces enjeux de décarbonation sans sacrifier cette expérience. Et pour ça, on a besoin de tous les domaines, des développeurs, des gens qui vont s'occuper de l'infra, de la cybersécurité, de la data, etc.
En fait, on a besoin d'un haut niveau d'expertise, mais qui soit couplé avec des gens qui aient cette maîtrise du sujet carbone et qui soient capables d'œuvrer avec cette contrainte en tête. Et chez Innov, on a une responsabilité. C'est justement de répondre à ces besoins du marché, de fournir ces talents aux entreprises qui en ont besoin. Chez Innov, on a une responsabilité, c'est de doter les 3000 étudiants de notre filière informatique de ce haut niveau de conscience environnementale. Et chez Innov, on a une vraie responsabilité, c'est celle de donner, en plus de cette expertise technique de pointe, d'y ajouter des actions concrètes en matière de développement durable que nos jeunes pourront mettre en œuvre dans les entreprises qu'ils rejoindront demain. Donc une fois que je vous ai dit tout ça, vous comprenez pourquoi est-ce que, une fois de plus, je suis ravi d'accueillir cet événement aujourd'hui, ici, dans une école du groupe Innov. Et donc j'ai hâte de voir ce que les invités vont pouvoir échanger et partager avec nous sur ces sujets du développement durable appliqué au cloud. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une excellente masterclass. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons donc engager et commencer notre table ronde sur le cloud et l'impact environnemental. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le cloud ? Le cloud donc est une mise à disposition en fait de serveurs à distance, donc hébergés mise à distance par Internet, qui permet notamment de stocker des données. Le cloud en fait est utilisé au travers d'infrastructures que sont les data centers, et c'est l'un des points en fait que l'on va évoquer ce matin autour de cette table ronde. Alors pourquoi l'impact environnemental ? Eh bien, le secteur du numérique, puisque le cloud fait partie, en fait, est une des briques du secteur du numérique, représente quand même entre 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre et également de la consommation d'eau. Donc c'est un enjeu d'autant plus important qu'au niveau européen, nous avons une trajectoire vers une neutralité carbone d'ici 2050, avec une réduction en 2030 de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cet enjeu-là que nous allons remettre sur le tapis aujourd'hui autour de cette table ronde. Et pour nous accompagner, j'appelle Marie-Liane Lepkeli, qui est directrice de projet numérique responsable et sécurité à la Direction générale des entreprises. Bonjour Marie-Liane, merci. Je vous en prie, installez-vous. J'appelle également Tristan Nito, qui est Sustainability Lead chez Scaleway. Je demande également à Fanny Bouton de bien vouloir nous rejoindre, qui est chez Quantum Lead et Startup Programme chez OVH Club. Et enfin, je demande à Tristan Perrin, donc qui est Startup Relation Manager Europe chez Scaleway, de bien vouloir se joindre à nous. Je me mets sur le côté. Tout le monde a un micro ? On va se les partager, parfait. Alors, au préalable, peut-être, je vous propose d'aborder la question donc justement du cloud et de la sobriété dans un élément plus de contexte. Marie-Liane, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement les enjeux que j'ai très rapidement évoqués en introduction concernant justement cette sobriété numérique ? Alors, sur cette sobriété, on a bien sûr un contexte dans l'actualité qui nous rappelle l'importance de la sobriété, mais il n'y a pas que ce contexte, l'actualité immédiate, on va dire. Il y a des enjeux pas forcément très lointains, mais disons que sur l'impact environnemental au global, il y a un besoin aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer de réduire l'empreinte environnementale au global, et pas uniquement sur les enjeux de sobriété énergétique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui. Et le numérique, comme tous les secteurs de l'économie, doivent faire leur part, doivent faire sa part dans ce combat pour réduire l'empreinte environnementale. Merci Marie-Liane. Fanny, côté OVH Cloud, qu'est-ce que vous avez éventuellement mis en place ? Est-ce qu'il y a des programmes ? Qu'avez-vous prévu pour justement cette sobriété ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'ils ont mis en place avec des grandes ambitions pour 2025, pour réduire bien évidemment l'empreinte carbone et être le plus neutre possible. Mais ça passe par, bien évidemment, et ça a même commencé avant, on n'a pas attendu ça pour le faire. On sait que ça consomme les data centers, on sait que ce n'est pas les choses les plus green du monde. Par contre, ça peut être optimisé. Et ça va déjà par la conception, l'industrialisation
c'est avoir ses propres sites et les avoir choisis, donc prendre des anciens sites industriels et les réutiliser. Ça, c'est déjà une première chose. C'est gérer toute la chaîne de production. On a nos propres usines pour produire les serveurs et ils sont montés en France ou au Canada, mais en tout cas, ils sont montés par nous-mêmes et ça permet aussi de réutiliser et de recycler tous ces serveurs. Ils peuvent être recyclés plusieurs fois et c'est plus de 34 pièces, 34% de ces serveurs qui sont réinjectés systématiquement. Ils ont plusieurs vies et ça, c'est pas assez souvent méconnu, c'est important. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est consommation de l'électricité. On a la chance d'être français et d'être sur une énergie qui est non carbonée, et de bien vérifier avec des partenariats l'utilisation de cette électricité qui vient de consommation non carbone. Merci Fanny. Tristan, quel est le contexte? Quels sont sur la sobriété numérique mis en place par Scaleway? Alors, chez Scaleway, on est très conscient depuis toujours du problème. C'est ce qui a fait que quand j'ai décidé de rejoindre Scaleway, j'ai choisi Scaleway parce que pour moi, c'était important. Vous savez, quand on est responsable du développement durable, on peut vite finir en chef de gondole du greenwashing. Donc, c'est important de choisir une entreprise qui est fermement engagée sur ces sujets-là. Et donc, j'ai pu constater, alors que je cherchais un emploi, que Scaleway était particulièrement bien placé et particulièrement sincère, par une vocation de transparence et des gros efforts d'optimisation sur ces sujets-là. En particulier, ce que j'ai pu observer et même voir, puisque j'ai visité et je fais visiter notre data center DC5 chez Scaleway, qui est un data center où il n'y a pas de climatisation pour refroidir les serveurs. Donc on refroidit, c'est ce qu'on appelle avec du free cooling, c'est-à-dire que c'est un ancien centre de tri postal. Nous aussi, on réutilise des sites industriels. Et ce centre de tri postal, on en a fait un immense courant d'air. On fait rentrer de l'air d'un côté, qu'on filtre pour éviter les poussières qu'elles n'abîment les serveurs. Et puis l'air traverse et il ressort de l'autre côté. Alors comme on est en France, et en l'occurrence DC5 est à Saint-Ouen-l'Aumône, où la température moyenne sur l'année c'est 12 degrés. Et donc ça suffit finalement l'essentiel du temps à refroidir les serveurs sans utiliser du tout de climatisation pour les refroidir. Et puis, éventuellement, quand il fait très chaud, on a un procédé qui existe depuis l'Égypte antique qui consiste à utiliser un tout petit peu d'eau pour refroidir l'air quand il est trop chaud. On fait évaporer de l'eau sur un genre de tissu en cellulose. Et là, l'air devient plus frais et suffit pour refroidir les serveurs. Donc déjà, on est hyper économe, mais finalement, c'est de l'économie autant que de l'écologie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'économiser l'électricité et tout le site industriel est pensé comme ça. Côté réemploi aussi du matériel, parce qu'en fait, on sait que la fabrication du matériel est essentielle, eh bien, on fait durer nos serveurs jusqu'à 10 ans. Alors qu'on achète des serveurs qui sont plutôt haut de gamme ou très haut de gamme, et puis au bout de quelques années, ils sont de fait moins à la pointe et donc on les commercialise comme des serveurs de milieu de gamme. Et puis ceux qui sont morts, en fait, on les appelle les donneurs d'organes. C'est un petit peu accident de la route, hein, je suis désolé. Mais on prend leurs pièces détachées et par exemple, la mémoire, et on la met sur les serveurs qui ont déjà 3 ans. Et à ce moment-là, ça fait des serveurs avec plus de mémoire, plus de puissance qu'avant, et on les commercialise en milieu de gamme, et ainsi de suite. Après, on les transforme, par exemple, en serveurs de fichiers. Donc, on fait durer, on amortit en quelque sorte, un peu comme de la comptabilité carbone, on amortit l'investissement dans la fabrication du serveur sur beaucoup plus longtemps qu'on le fait ailleurs. Par exemple, chez Facebook, leur serveur, il dure 2 ans. Parce qu'ils peuvent. Mais nous, on pourrait, mais on ne veut pas, parce que ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, on fait très attention à la dépense d'énergie dans le data center et on fait aussi attention à faire durer les serveurs et les disques durs, etc. Et ça nous permet d'avoir des data centers hyper économes. Fanny, vous voulez rebondir ?
Oui, alors il parlait aussi de tout ce qui est brevet et le fait que ces serveurs sont produits, ils n'ont pas besoin de climatisation. C'est une des forces aussi des data centers des marques françaises, en tout cas Scaleway et OVH Cloud, c'est d'avoir ça. Chez OVH Cloud, c'est un autre fonctionnement, c'est du water cooling. Il y a d'autres innovations qui sont en train d'arriver et tous les derniers data centers sont faits comme ça. Ça permet en effet d'utiliser aussi 10 fois moins d'eau que nos concurrents des autres continents. Et c'est pas rien l'importance de l'usage de l'eau et de le réduire au maximum, mais aussi de ne pas climatiser, de ne pas avoir à refroidir ces bâtiments et du coup de rejeter de la chaleur. Ce qui est, voilà. Donc cette optimisation-là, on l'a fait aussi. C'est des brevets spécifiques à OVH Cloud. C'est une techno tout à fait différente de ce que fait Scaleway, mais qui aussi... Voilà, c'est très fort hein, sur ces deux boîtes-là. Je pense qu'en termes d'innovation, on oublie des fois qu'on est très bon. Hein. Oui, ça tu fais bien de pointer ça parce que en fait, on a vu donc l'été dernier, été 2022, c'est la canicule. La canicule implique, in fine, la sécheresse. Et à ce moment-là, un concurrent américain qu'on ne nommera pas en Hollande s'est retrouvé à consommer des millions de litres d'eau, 8 fois plus que ce qui était prévu, dans un pays qui était déjà en stress hydrique énorme. Un autre concurrent, cette fois-ci dans le sud de l'Angleterre, a été obligé de fermer son data center car il n'arrivait même plus à le refroidir. Donc on est dans un problème où c'est pas, où il faut faire attention, très attention, au point que sinon ça pourrait ne plus fonctionner. Et on a réussi en France, justement, que ce soit chez OVH ou chez Scaleway, à être particulièrement innovant. Parce que l'industrie du data center, elle n'est pas forcément innovante. Hein. Il y a des tas de gens qui se disent oh, bon, on a toujours fait comme ça, on met de la clim et on descend à 20 degrés, c'est très bien, on a toujours fait comme ça. Et on remet en cause ce statu quo à faire des data centers qui fonctionnent autrement, de façon innovante et plus économe. On est loin donc des idées reçues. Stéphane, vous vouliez peut-être intervenir justement sur ce contexte de sobriété ? Sur le contexte de sobriété et sur ce qui a été introduit aujourd'hui, notamment par Alexandre, il y a quelque chose qui est très important à comprendre déjà, c'est qu'au cours des dernières années, le développement de l'informatique, de l'usage de l'informatique personnelle et industrielle s'est énormément développé. Et en fait, les data centers sont déjà une réponse pour maîtriser l'impact écologique. C'est-à-dire que si chaque personne, si chaque entreprise avait son propre serveur, sa propre machine pour faire tous les calculs dont elle a besoin, on aurait une consommation qui serait multipliée par un facteur 5 à 10, les chiffres dépendent des études, mais on aurait une consommation qui serait beaucoup plus importante. Donc le data center est déjà une partie de la réponse. Et après, comme l'ont déjà dit mes collègues Fanny et Tristan, en France, il faut savoir que tout comme sur les données, on a fait beaucoup d'efforts par rapport à d'autres pays dans le monde. Sur la partie data center, on a d'énormes innovations, aussi bien chez Scaleway que chez OVH, qui permettent de diminuer l'impact de ces data centers. Et c'est ça qu'on essaye de faire de plus en plus. Et je pense que c'est important hein, dans le discours, on a beaucoup de nos concurrents qui disent passer dans le cloud, c'est déjà green. Mais ça ne suffit pas en fait, on peut aller plus loin. Il faut aller plus loin et ça va de la conception, de la gestion des data centers, de toute l'industrialisation et des choix aussi qu'on va faire en choix d'énergie. D'un point de vue, peut-être pour expliquer à l'audience comment ça se passe, l'alternative au départ, enfin la façon de faire l'informatique entre guillemets à la papa, ça consistait à acheter des serveurs et les avoir au siège social et avoir une petite équipe pour les maintenir. Le problème de cette petite équipe, c'est qu'on n'a pas le moyen d'accueillir des talents de super haut niveau et on n'a pas des économies d'échelle. Et puis en plus, quand on achetait des serveurs, on se préparait, on achetait le bon nombre de serveurs pour le pic maximal de fréquentation. Si vous faites du e-commerce, par exemple, c'était pour le Black Friday, il fallait que ça tienne. Et donc, j'achetais 30 serveurs pour que le Black Friday, ça tienne, même si ça chauffe à mort, ça tiendra. Et puis, le reste du temps, j'avais 28 serveurs qui servaient à rien et 2 serveurs qui tournaient à fond. Le cloud, c'est une approche complètement différente. Déjà, vous mutualisez en fait ces serveurs avec d'autres acteurs qui, eux, ont des pics d'activité qui ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres. Et donc, quand vous avez besoin de 30 serveurs, vous louez 30 serveurs. Et quand vous avez besoin de 2 serveurs, vous louez 2 serveurs. Et les 28 autres, ils sont mis à la disposition, mutualisés avec d'autres acteurs qui, eux, vont les louer. Donc, on fabrique beaucoup moins de machines.
Et souvenons-nous que la fabrication de la machine, en fait, elle est hyper polluante et hyper émettrice de gaz à effet de serre, et on mutualise le reste, et le tout dans une optique qui est industrielle, qu'on ne pourrait pas avoir si on hébergeait juste nos 30 serveurs. Là, vous confiez ça à un industriel qui a des yeux rivés sur les économies d'énergie, le prix de l'électricité, etc., pour que ça marche au poil et que ça coûte le moins cher possible. Donc, finalement, déjà migrer sur le cloud et profiter de l'élasticité du cloud, ce mot élasticité, il est essentiel, eh bien, ça permet de faire des économies d'énergie et des économies de matériel. Donc cette élasticité qui permet effectivement aux clients bénéficiaires en fait, du cloud de pouvoir en fait, mieux gérer et piloter effectivement leurs besoins non seulement en matière d'hébergement, mais également leurs besoins énergétiques. Marie-Liane, on va peut-être aborder maintenant la question des travaux en cours réalisés par la DGE pour justement l'accompagnement des acteurs du numérique en ce qui concerne justement cette sobriété énergétique. Qu'est-ce que prévoit à l'heure actuelle? Quels sont les travaux sur lesquels vous planchez? Les travaux sur lesquels la DGE et l'ensemble de la puissance publique travaillent. On ne travaille pas tout seul. Déjà, on travaille à apporter des éléments très concrets de mesure pour que chacun puisse se dire voilà mon impact environnemental et voilà les éléments sur lesquels je dois agir. Les collègues là autour ont beaucoup évoqué le fait que la phase de fabrication était un élément important dans l'impact environnemental. On a une merveilleuse étude, que si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire, faite par le régulateur des télécoms et l'Agence de l'environnement, donc l'étude ARCEP-ADEME sur l'impact environnemental du numérique, qui donne des chiffres très importants et qui permettent de cibler justement l'action de la puissance publique, en nous disant qu'il faut agir sur les terminaux, et ça nous permet de dire aussi que les data centers ou les clouds, c'est environ 15% de l'impact environnemental du numérique. Et donc il y a de l'action à faire. Effectivement, on ne va pas remettre en cause le fait qu'aller dans le cloud, c'est déjà un bon élément, mais il y a quand même un impact environnemental et il faut aller plus loin par de l'innovation. Les travaux de la puissance publique, c'est d'apporter ces éléments sur la mesure, d'accompagner les acteurs qui sont innovants par du financement, et d'apporter des incitations à ceux qui le sont moins. Donc les incitations, ça va être, on va peut-être mettre des incitations fiscales en disant si vous êtes plus innovant, il y a des avantages fiscaux. Et puis quand ça ne marche pas, on passe de l'incitation à l'obligation. Donc il y a des travaux en cours, notamment au niveau européen, parce que le numérique, on le sait, les frontières ne peuvent pas se limiter à la France, et on a des acteurs qui sont européens, voire mondiaux. Et donc on est obligé, quand on veut passer à cette étape, de mettre des obligations, de passer au niveau européen. Et d'ailleurs, ça a beaucoup plus d'impact. Donc il y a des travaux au niveau européen en cours pour notamment définir ce que c'est l'éco-conception, avec à terme de faire en sorte que les produits et les services qui entrent en Europe soient éco-conçus. Je crois que la loi AGEC a déjà en fait beaucoup développé tout ce volet éco-conception, mais également dans l'accompagnement. Est-ce qu'il y a, puisque vous avez évoqué les programmes de financement, il me semblait que France 2030 prévoyait justement un programme spécifique pour accompagner les acteurs sur la partie innovante? Alors, sur la partie cloud, effectivement, il y a une stratégie cloud qui a plein d'enjeux, qui ne sont pas que l'enjeu environnemental, mais qui est aussi pris en compte. Donc, il y aura des appels à projets spécifiques pour financer des innovations en matière de services cloud. Si c'est possible. Au-delà de France 2030, on a donc dans la puissance publique des acteurs dont le travail c'est de faire l'accompagnement au niveau financier. On connaît beaucoup BPI France sur l'aspect financier, mais qu'il y a aussi des programmes d'accompagnement à la transition environnementale. L'ADEME que j'évoquais en début de mon propos a aussi des programmes d'accompagnement donc pour permettre à tous les acteurs français et européens de passer cette marche, je fais mon plan d'action et je vais vers une fabrication de services plus verte. Stéphane, peut-être vous pourriez évoquer justement les travaux du côté en fait, de Scaleway concernant justement les programmes avec des startups. Je crois que vous avez pas mal de choses en place. Alors, sur la partie accompagnement, je vais en parler juste, je vais revenir sur la partie mesure d'impact qui est très importante, et aujourd'hui on est en concurrence avec des sociétés internationales qui parfois vont donner une image green parce qu'elles vont avoir certains indicateurs qu'elles vont avoir beaucoup optimisés, notamment le PUE qui va mesurer le ratio entre l'électricité qui rentre dans le data center et l'électricité qui va alimenter les data centers. Donc la différence, normalement, c'est ce qui contribue à 98% à refroidir le data center.
Et c'est une mesure qui va servir de base de comparaison. Et aujourd'hui, nous, on se bat pour faire avancer la mesure et prendre en compte la consommation d'eau. On en a un petit peu parlé aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont aussi très importantes, puisqu'aujourd'hui, cette mesure d'eau est souvent passée sous silence. Et les gens peuvent faire un choix faussement green en se basant simplement sur ces indicateurs. Je sais pas si... Oui, je vais passer la parole à Fanny. Oui, je vais juste rebondir là-dessus aussi. C'est vrai que c'est très important qu'on établisse des normes et des indicateurs avec une récupération des données, mais qui soient clarifiées. C'est qu'on soit comparé, qu'on ne compare pas des choux et des carottes, mais qu'on compare bien des indicateurs précis. Et en effet, celui du PUE peut être clair, celui de l'eau, celui du choix de l'énergie aussi. Voilà, il y en a plusieurs comme ça, il y en a au moins 5, et il faut qu'ils soient bien définis et qu'on ait tous à donner les mêmes données. Et il y a aussi un autre engagement à faire, et ça, c'en est un sur lequel OVH Cloud se positionne, c'est de donner aussi à nos clients la possibilité de savoir quelle est leur consommation et leur niveau de green, hein, d'avoir une calculette green qui leur permettra de clairement aussi savoir où elle se positionne en utilisant nos data centers. Pour compléter sur ce point, je passe la parole à Tristan qui veut s'exprimer également. Effectivement, on a vite fait de réduire l'empreinte environnementale à la consommation d'énergie en se disant il faut juste travailler sur l'efficacité énergétique. Et c'est important de rappeler que l'empreinte environnementale, c'est quelque chose qui est multicritère. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. On a évoqué l'utilisation, la consommation de ressources, pas que d'eau d'ailleurs. Et pareil, il y a aussi une hiérarchisation à faire. C'est pas la même chose si on utilise de l'eau potable ou si on utilise de l'eau de pluie. Donc c'est pas si simple que ça, et donc c'est pour ça que ça fait partie des priorités des travaux de définir très précisément qu'est-ce que c'est la mesure, rappeler à tous que c'est multicritère. Il ne suffit pas de réduire sa consommation d'énergie pour se dire c'est bon, on a fait ce qu'il fallait et il n'y a plus d'action. Et on a beaucoup évoqué notamment les multiples vies des serveurs. Ça aussi, c'est un point important qui n'a pas grand-chose à voir avec la consommation d'énergie du data center, mais éviter de fabriquer de nouveaux produits, c'est aussi un critère à prendre en compte. Absolument. Alors, en fait, c'est ça, il faut réfléchir avec ce qu'on appelle une ACV, analyse du cycle de vie, c'est-à-dire considérer la fabrication et l'utilisation. Et bien souvent, on regarde juste la phase d'utilisation en se disant « Ah oui, il ne consomme pas beaucoup ». Non, mais attendez, il a fallu le fabriquer avant. Et ça, évidemment, on ne le voit pas. On ne voit pas les mines, on ne voit pas le minerai qu'il a fallu extraire. On ne voit pas la fabrication. On ne voit pas qu'il a fallu utiliser beaucoup d'eau aussi localement et donc générer de la pollution de cette eau pour extraire les métaux. Ensuite, il a fallu emmener ça jusqu'en Chine et puis fabriquer le truc et ensuite amener ça jusqu'à l'Europe. Tout ça, en fait, a une empreinte énorme qui est une empreinte carbone, mais en eau, en pollution, etc. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. C'est une ACV multicritère. C'est fondamental. Sinon, il y a des reports de pollution d'un truc à l'autre. C'est comme ça que nos concurrents en Hollande se sont retrouvés à dire « Ah, on baisse la consommation d'énergie, mais on décuple la consommation d'eau ». Ce qui est une aberration. Il y a un côté vase communicant et on crée un nouveau problème en voulant en résoudre un. Donc, il faut vraiment être multicritère. Et pour revenir sur la mesure de l'électricité, par exemple, le PUE, il y a une norme ISO et on est trop peu sur le marché à utiliser cette norme ISO pour décrire comment on calcule le PUE. Ça permet à certains de nos concurrents américains d'être, on va dire, créatifs en disant « j'utilise tel périmètre pour calculer l'énergie que je consomme ». Et ça donne des résultats très flatteurs parce qu'ils ont sûrement un oubli, oublié de compter donc, des trucs. Et on a l'impression quand on va chez eux, c'est green, mais en fait, si on comptait avec la norme ISO, on pourrait plus facilement comparer ça à des offres qui seront comparables. Et il faut noter que depuis cette année, il y a aussi un WUE, donc Water Usage Efficiency, donc l'utilisation de l'eau, qui est normalisé aussi par l'ISO, et donc c'est quelque chose qu'on voudrait faire suivre aussi chez Scaleway, parce que maintenant, ça y est, il y a une norme, il y a un truc carré pour qu'on puisse comparer des choux avec des choux et des carottes avec des carottes. Voilà. Merci, c'est très, très éclairant, hein, puisqu'on ne se doute pas de toutes ces normes et de leurs applications. Je pense que maintenant, on peut peut-être éventuellement évoquer l'accompagnement peut-être des startups et l'existence du multi-cloud.
vous donne tout de suite la parole, Stéphane, là-dessus. Qu'est-ce que fait justement Scaleway là-dessus? On l'a dit, le passage au cloud est déjà une partie de la réponse. Donc nous, on encourage les startups à démarrer leur vie directement dans le cloud. On a 2 programmes d'accompagnement aujourd'hui pour des startups. Un qui est dédié aux startups les plus jeunes, donc on appelle Early, désolé pour l'anglicisme, qui va durer 6 mois avec de l'accompagnement technique, des conseils et des crédits qui vont être pris en charge à hauteur de 600 € par mois, pendant 6 mois donc. Et un programme qu'on appelle Growth, pour les boîtes les plus matures, qui lui va durer jusqu'à 1 an, avec 12 mois d'accompagnement, donc encore une fois, accompagnement technique, des conseils, le fait de faire partie d'un club de start-up, avec des partenaires qui vont offrir des choses, des avantages un petit peu particuliers à ces boîtes-là, et des crédits, cette fois-là, jusqu'à 3 000 €. Et depuis peu, par rapport à la période qui est un petit peu compliquée, notamment en termes de financement pour les startups, dû au contexte global, donc on a lancé un programme qui va durer jusqu'à la fin de l'année, qui permet à des startups qui sont déjà plus matures de switcher chez Scaleway, donc un cloud qu'on espère plus green que ce qu'elles ont actuellement. Et on va prendre en charge le premier trimestre jusqu'à 80% de leurs factures, le deuxième trimestre 60%, le troisième trimestre 40%, le quatrième trimestre 20%, et la deuxième année 10% de leurs factures. Donc ça s'adresse à des boîtes qui vont déjà avoir une consommation relativement élevée mensuelle. Et un des critères, c'est notamment le fait d'avoir un impact positif sur le futur de l'Europe. Donc on a appelé ça les Next 100, donc les 100 prochaines startups qui vont aider à designer un avenir meilleur pour l'Europe. Beau programme. Fanny, de votre côté, je crois que OVH Club a déjà également des programmes. Alors pareil, on a un grand programme start-up qui date de 2015, qui a accompagné plus de 3000 start-up maintenant, et qui a été complètement refait il y a 2 ans, en 2020. Maintenant, on accompagne donc comme Scaleway ce qu'on appelle les startups et les scale-up, donc les tout petits nouveaux qui viennent, ils sont 2-3, ils ont un petit projet, mais ils ont fait déjà ce qu'on appelle un MVP, ils ont testé et ils sont prêts à commencer à commercialiser. Et il faut mettre le pied à l'étrier, il faut découvrir quelle va être l'infrastructure, il faut tester pour que ce soit bien. Et puis il y a la scale-up, donc là c'est une plus grosse startup qui a souvent même fait une série A, qui a commencé à bien investir, mais qui veut soit a besoin d'agrandir, de scaler, d'avoir cette élasticité et de passer à plus de serveurs, et peut avoir une mise en danger parce que le changement de techno est grossir comme ça demande des tests, soit de migrer d'un concurrent parce qu'elle se rend compte soit par la loi, par exemple dans les données de santé, tout ce qui est start-up dans la santé, souvent ils ne commencent pas forcément chez le bon cloud provider, ils doivent changer en cours de route et ils sont en risque, donc là on va les accompagner aussi. Alors nous on donne de 10 000 € à 100 000 € de crédit, c'est un peu différent, on va jusqu'à 100 000 € sur 12 mois, donc ça prend en charge toutes les factures qui sont sur le cloud. Là aussi, on pousse les startups à consommer plutôt du cloud. Il y a encore beaucoup, même dans les jeunes, qui ont tendance à aller toujours sur les serveurs dédiés, à utiliser ces machines qui ne sont pas partageables, qui ne sont pas mutualisées. Or, on pense que le futur, c'est en effet d'être vraiment dans le cloud pour, avoir cette élasticité, être capable de répondre de 10 à 100 clients d'un coup en ayant juste à appuyer sur un bouton quasiment dans sa console, mais aussi de pouvoir partager et mutualiser ses serveurs pour être le plus green possible. Donc on les incite à ça et on essaye de leur montrer. On a 20 heures d'accompagnement technique aussi avec des architectes pour les aider à avoir la bonne infra et surtout non pas surconsommer des produits. Les programmes de nos concurrents sont très très forts. Je sais que si je dis 100 000, ils vont dire 200 000 de crédit. Et bien évidemment, les startups disent « Ah ouais, non, on nous propose 100 ». Et je dis « Regarde bien les petites lignes dans le contrat, regarde bien comment ça va consommer. » Et surtout, je vous garantis, si vous venez dans le startup programme chez OVH Cloud, c'est qu'on va optimiser, que vous ayez une consommation raisonnée. Le but, ce n'est pas de consommer plein de produits qui ne vont pas vous servir, c'est avoir la possibilité d'utiliser la meilleure infra pour être rentable. Ça fera un client dans la longue durée qui sera bien plus efficace. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous et tout le monde est content. Oui, ça c'est un très bon point que tu cites en fait en creux, c'est que en utilisant une infra qui est optimisée, il faut faire attention à quelque chose qui est malheureusement très connu, très commun, qui s'appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que c'est moins cher, du coup j'en consomme plus et au final t'as pas fait d'économie quoi. Donc il faut être hyper vigilant sur cet effet rebond qu'on trouve en fait partout. Au départ il a été illustré par un monsieur qui s'appelait Jevons qui a étudié l'utilisation du charbon au 19e siècle en Angleterre. Donc déjà à l'époque on s'est rendu compte que les machines devenaient plus efficaces et du coup
on s'est mis à faire des machines à vapeur qui consommaient plus de charbon. Et ça, c'est découvert. Et 2 siècles plus tard, si tu veux, c'est un truc qu'on retrouve dans le cloud ou dans l'utilisation des mobiles, ou avec, par exemple, des tas de gens qui ont 2 mobiles aujourd'hui, tu vois, des trucs comme ça, parce que c'est possible et que c'est pas cher. Et donc, on consomme de plus en plus juste parce que c'est moins cher et donc on ne fait pas d'économie. Donc cet effet rebond, il s'applique aussi au cloud et il faut être vigilant de ne pas tomber dans ce travers de consommer plus juste parce qu'on ne se rend pas compte qu'on consomme plus. Ouais, et souvent, je leur donne un petit exemple, un petit peu exagéré, une allégorie, mais je leur dis, ouais, on vous file les clés d'une Ferrari avec la Ferrari, super. Mais vous savez que vous allez partir en montagne sur une roubeuse avec des pentes là. Moi, je vous propose plutôt, on va essayer la Jeep avec les 4 roues motrices et puis on va prendre des cours de conduite parce que c'est pas parce que tu as la bagnole que tu vas savoir la conduire. Faut savoir enclencher les 4 roues, le moteur, la bonne puissance pour pas justement surconsommer de carburant au mauvais moment, pas se faire une glissade et une sortie de route. Et ça, c'est important. Voilà. S'ils veulent la Ferrari, on a la Ferrari, mais on va vérifier qu'ils vont rouler sur circuit fermé ou sur des autoroutes sans tout ce qu'il faut, quoi, et que ce soit raisonnable aussi. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est accompagner les startups chez les cloud providers. Je pense que c'est un des rôles, c'est de les aider à grandir et à devenir des futures licornes françaises, européennes. Et même mondiales, puisqu'on accompagne 2000 startups dans le monde. Hein. Nous, on est des anciennes startups, comment est-ce qu'on est rôle modèle et on les accompagne à devenir. Et en plus, de toute façon, ce sera bon pour nous, ça va en faire des bons clients si dur. Les faire surconsommer 2 ans et devoir aller rechercher tout le temps des nouveaux, pour moi, c'est pas une bonne méthode, en tout cas. Et on parlait d'idées reçues. Fanny, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est la politique de crédit cloud sur laquelle on est obligé à peu près de s'aligner, tout en allant moins loin que peuvent proposer nos concurrents américains. Aujourd'hui, il faut bien voir que la croyance qui a été développée par ça, qui est finalement des investissements marketing par ces boîtes américaines, c'est la croyance que l'infrastructure, ça ne se paye pas, c'est gratuit, je n'ai pas besoin de me poser de questions. Mais ce n'est pas du tout gratuit, c'est un investissement qui est fait par les fournisseurs de cloud de l'autre côté, que je compare parfois à une sorte d'impasse où, en fait, s'ils utilisent ces crédits sans forcément en avoir conscience, en ayant une approche, par exemple, multi-cloud, en ayant une approche où ils vont utiliser des services relativement standards, si vous ne faites pas ça, vous pouvez utiliser des produits qui vont être très spécifiques, donc la Ferrari, et des produits qui n'ont pas d'équivalent ailleurs. Donc plus vous allez utiliser ces crédits, plus vous allez devenir dépendant d'une architecture, des produits d'un fournisseur de cloud, et plus il sera compliqué de partir. Et même quand vous voudrez partir, parce que vous aurez vu que, par exemple, le support coûte extrêmement cher, qu'il faut s'abonner chaque mois, que vous aurez vu que finalement, il y a des alternatives qui sont tout à fait valables en Europe et que vous êtes intéressé, vous allez aussi avoir des frais pour récupérer votre donnée. Donc nous, chez OVH et chez Scaleway, on ne va pas vous facturer de frais pour récupérer les données, on va vous permettre d'avoir une approche beaucoup plus ouverte et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte quand vous développez votre startup. Ça me rappelle la technique du revendeur de drogue, tu vois. Non, mais c'est ça. Hein. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit, on le sait, et c'est important. Mais c'est vrai que les startups, elles ont toutes ces possibilités-là. En France, on a quand même un marché maintenant, des financements dans tous les sens. Mais à un moment, il y a des factures à payer. À un moment, il y a des marges à faire. Et que la startup voit ses factures, soit capable de bien analyser, comprendre combien elle va consommer, qu'elle peut le faire de façon raisonnée, et tout en devenant très très gros, c'est international, hein, ça n'empêche pas. Et puis qu'elle ait cette conscience-là, c'est bien. Et en plus, alors je perds un peu le fil de mes pensées, mais c'est aussi d'autres choses. On parlait de souveraineté et on allait revenir au sujet de la souveraineté. Les acteurs français, en tout cas OVH Cloud, s'engagent à ne pas regarder et utiliser les données. Alors déjà, nativement, en étant hébergé sur sol français, on est du cloud souverain, on répond aux normes européennes et au RGPD, mais en plus, il y a cette utilisation de ne pas anonymiser les datas, de ne pas regarder les datas de nos clients, etc. Et ça aussi, c'est important et c'est un engagement, c'est accompagner et respecter son client. Et sur l'aspect RGPD, c'est vrai que ne serait-ce que d'avoir des data centers en France, c'est une partie de la réponse, mais parfois sur certains concurrents américains, certaines solutions, il est très difficile de prouver que la donnée va rester en France. Donc le fait d'utiliser des solutions comme OVH ou Scaleway, ça va aider les startups à respecter beaucoup plus facilement le RGPD. Pour terminer sur la souveraineté, peut-être, Marie-Hélène, que vous voulez aborder le point côté DGE, côté puissance publique.
Alors, le point de vue du ministère, c'est qu'on a de très belles boîtes en France qui proposent des solutions innovantes avec un certain nombre de garanties qui sont évoquées. On fait en sorte que la réglementation puisse justement être favorable aux utilisateurs. Et l'idée, c'est que ce soit tout à fait, que ça paraisse logique en fait d'utiliser cet écosystème et qu'on ait besoin de rien de plus. Quand on sait qu'il existe et tout ce qu'il peut apporter, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arriver en fait à la fin du temps qui nous était imparti pour cette table ronde. Il ne me reste plus en fait d'une part qu'à remercier chaleureusement nos 4 intervenants qui, je pense, ont été extrêmement éclairants sur le cloud et l'impact environnemental, et en tous les cas comment on peut le mesurer, comment on peut le contrôler, et surtout l'impact de l'innovation sur les évolutions à venir concernant le cloud et les enjeux à très court terme, 2025, j'ai noté, qui sont en cours. Enfin, je voulais aussi remercier l'école Écart et le groupe Innov pour nous avoir reçus aujourd'hui, et la French Tech Grand Paris pour avoir organisé de main de maître. Et je remercie tout particulièrement John et Charlotte pour l'organisation donc de cet événement. Et je me permets de terminer par un programme monté par le cabinet Simmons & Simmons. Donc je suis partenaire concernant notamment les Green Tech, puisque dans le cadre de ce programme, qui est un programme qui a lieu tous les ans, on récompense en fait 4 startups spécialisées dans les Green Tech qui bénéficient en fait d'une enveloppe de 100 000 pounds pour avoir en fait des conseils d'avocats et les accompagner dans leur démarche juridique et notamment leur développement à l'international. Voilà, j'en ai terminé et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, et à nouveau un grand merci à nos intervenants. Merci. Merci.